Situé en Afrique australe, le Mozambique s'étend le long de l'océan Indien sur plus de 2500 km de côte. C'est dans cette ancienne colonie portugaise, marquée par plus de 15 ans de guerre civile, que Jérôme Pasteur nous invite à découvrir la biodiversité et les gens qui la préservent au quotidien. Au cours des 10 dernières années, l'aide et les investissements internationaux ont permis au Mozambique de faire des progrès spectaculaires en matière de développement durable et de mettre en valeur ses richesses naturelles. Situé dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays, le parc national des Quirimbas en est l'exemple. Créé en 2002 et mis en place par le WWF en accord avec le gouvernement mozambicain, ce parc bénéficie de financement de l'Agence française de développement et du Fonds français pour l'environnement mondial. Réparti sur 7500 km² et regroupant une partie terrestre et une zone maritime, le parc est un trésor de biodiversité dans lequel vivent plus de 100 000 personnes. Guidé par Armindo Araman, conseiller pour les écosystèmes du parc, Jérôme Pasteur nous emmène explorer cet espace naturel, unique au monde. Nous voici arrivés au lac Cagavera. Et quels animaux j'ai la chance de voir là alors? Il y a beaucoup d'oiseaux aquatiques, mais il y a des éléphants qui se rendent ici pour boire, des buffles aussi, et quelques hippopotames. Il y a plein d'espèces qui viennent s'abreuver ici. Parfois, on peut même apercevoir des lions. On peut même voir des lions ici. Dis donc, ce serait extraordinaire. Regarde. Ah oui. C'est quoi ça? Comment c'est cher? Un aigle. Un aigle pêcheur, d'accord. On va plus près? Oui, allons-y. Éparpillés sur tout le territoire du parc des Quirimbas, les animaux ne sont pas toujours faciles à observer. La plupart du temps, ils restent invisibles au regard des hommes, et ce sont leurs traces qui trahissent leur présence. Mais les points d'eau sont les endroits où les habitants du parc ont le plus de chances de croiser la route d'un éléphant, d'un buffle ou d'un lion. Surpris par l'homme, il leur arrive d'attaquer au lieu de fuir. Ce soir, ni éléphant ni buffle. Parmi les nombreuses espèces d'animaux présentes dans le parc, seuls les oiseaux, dont 449 espèces différentes ont été recensées, offrent à Jérôme un aperçu de la richesse de sa faune. Le lac Cagavera accueille entre autres échasses blanches, alcyonpis, dendrocygnes veufs. Certains de ces oiseaux sont migrateurs et y installent leur nid temporairement, alors que la plupart sont sédentaires. Alors ce parc a quelque chose d'extrêmement particulier. C'est pas un parc comme on connaît normalement, fait pour protéger seulement les animaux et la nature. L'homme est intégré à l'intérieur de cette zone. Combien de personnes vivent dans la zone du parc, dans la zone de protection? Je pense qu'au Mozambique, la situation du parc n'est pas si particulière, car les 7 parcs du pays sont tous habités. Ce qui fait la différence entre ce parc et les autres, c'est qu'ici, la zone de protection a été délimitée alors que les gens habitaient déjà sur le site. En ce qui concerne les autres parcs, les populations s'y étaient réfugiées pendant la guerre civile pour y habiter. En fait, il faut arriver à ce que soit compatible une vie entre les animaux sauvages et les hommes. La difficulté vient du fait que les gens qui peuplent la région ont toujours vécu dans une économie de subsistance. Ils ont toujours utilisé le bois pour construire leurs maisons et ils ont toujours eu recours à la chasse ou à la pêche pour se nourrir. Mais il est indispensable de séparer les espaces physiques des hommes et des animaux, car il y a une trop grande incompatibilité entre les besoins des uns et ceux des autres.
Tu me parlais tout à l'heure des points d'eau, où justement il y a grand nombre d'éléphants, et où les hommes aussi vont chercher de l'eau, et où commencent les conflits. Comment se résolvent ces conflits? Comment est-ce que ça s'organise? Ce que nous essayons de faire dans le parc, c'est de séparer les aires d'utilisation, que ce soit les points d'eau ou d'autres ressources. Par exemple, nous anticipons les brûlis pour créer de nouveaux pâturages. Et cela dans des zones éloignées des zones habitées. Donc, de manière cyclique, nous conditionnons les animaux à se stabiliser sur ces zones où ils peuvent trouver leur nourriture. En ce qui concerne les points d'eau, comme ici par exemple, on fait en sorte que les gens ne s'installent pas à proximité pour les réserver aux animaux. Dans les villages, nous avons installé des puits et des pompes pour que les gens n'aient plus à venir jusqu'ici. En décembre 2001, les représentants de 40 communautés de la région ont demandé au gouvernement du Mozambique l'établissement du parc des Quirimbas. Après l'acceptation du projet présenté par le WWF, le parc est créé un an plus tard de façon participative. C'est la première fois dans l'histoire mondiale des aires protégées que la création d'un parc se fait à la demande des populations. Pour assurer sa protection, le parc dispose d'une soixantaine de rangers assistés par des gardes communautaires. Leur rôle est à la fois d'intervenir en cas d'exploitation illégale, mais aussi d'informer et de sensibiliser les populations sur les espèces protégées. Et ça, ce sont des bois précieux, alors? Oui, ce sont des bois de première qualité. Ce bois est ici, car il a été saisi par les gardes forestiers du parc lors d'une coupe illégale. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe pour aller là où il y a éventuellement une coupe de bois illégale? On t'appelle par radio, quelqu'un vient de prévenir et tu y vas? Nous travaillons avec des informateurs, en étroite collaboration avec les structures locales et les gardes communautaires, comme cet homme qui est à mes côtés. Ce sont eux qui collectent les informations sur le terrain. Nous devons aussi patrouiller à travers le parc pour surveiller les sentiers afin de prévenir toute tentative d'intrusion dans les zones protégées. 2 fois par semaine, nous parcourons les zones sensibles. Donc toi, tu fais partie des rangers du parc et monsieur est donc l'un des gardes communautaires, l'un des 300 gardes communautaires qui appuient les rangers du parc. Oui, c'est exact. Par exemple, dans l'unité de Biaké, il y a 5 gardes communautaires. Ils travaillent en rotation et leur aide nous est très précieuse. Comme ils sont natifs des régions dans lesquelles ils officient, ils ont une connaissance approfondie du territoire et ils connaissent parfaitement les zones de bois précieux. Les enjeux du parc sont multiples. Assurer la protection et la restauration de la biodiversité, mais aussi améliorer les conditions de vie de la population en minimisant la pression croissante sur ses ressources naturelles et les dégâts causés par les éléphants dans les champs. La plupart des habitants de la partie terrestre du parc vivent de leur culture. Manioc, arachides, courges et maïs constituent leur principale source d'alimentation. Des spécialistes ont sensibilisé les paysans à différentes techniques d'agriculture de conservation pour obtenir d'excellents rendements grâce à une bonne protection des sols et à une meilleure économie de l'eau. Je fais partie du programme des champs en bloc. Et vous? Ce que cela signifie, c'est que nous devons cultiver en nous regroupant. Chacun doit s'occuper de son champ, mais nous devons faire bloc. Comme ça, par exemple, si les éléphants arrivent, nous joignons nos efforts pour les faire fuir. C'est une sorte d'entraide. Mon t-shirt, c'est une invitation à venir nous rejoindre, une manière de dire « Et toi, si tu le fais pas, tu fais quoi ?» Alors on a autour de nous un exemple d'agroécologie. Quelles sont les techniques employées?
Il s'agit de méthodes d'agriculture durable. Une de ces techniques consiste à utiliser une courbe de nivellement et créer des rigoles, comme celle-ci. L'usage de ces petites tranchées présente plusieurs avantages. Stopper l'érosion du sol, retenir l'eau pour permettre l'irrigation et aussi fertiliser les sols. Parce que tous les déchets végétaux s'accumulent dans la rigole et peuvent ensuite être incorporés comme engrais naturels avant les semis. Et tu vois une réelle différence? Tu trouves que vraiment ça fertilise beaucoup plus les champs qu'auparavant quand tu étais plus jeune? Cette technique est plus efficace car les végétaux résistent mieux à la sécheresse. Malgré le manque de pluie qui sévit au Mozambique depuis plusieurs années, les paysans obtiennent des résultats corrects. Pour cela, il était nécessaire d'appliquer ces méthodes de culture. Nous préconisons aussi la couverture des sols en toute saison en associant par exemple les différentes cultures avec celle du haricot. C'est un excellent couvre-sol qui permet d'éviter l'évaporation. Et de la même manière, après les récoltes, on recommande de ne pas pratiquer les brûlis et de laisser les végétaux faner pour recouvrir le terrain. Ça te plaît, c'est bien? C'est mieux qu'avant? Oui, ça n'a rien à voir. En 2007, nous avons commencé ce programme avec 17 familles. L'année suivante, on pouvait compter 69 familles. Et pour la campagne de 2009, nous totalisons 86 familles. Si le regroupement des parcelles a démontré son efficacité, dans certaines zones du parc, les paysans isolés continuent de subir les assauts répétés des éléphants qui viennent se nourrir dans leurs champs. Près du village de Ngoura, le passage d'un groupe d'éléphants et les dégâts qu'ils ont occasionnés sont encore visibles. Ils sont venus boulotter le maïs. On l'a poursuivi jusqu'ici. Ça a duré plus d'1 heure. Les gardes sont intervenus. On a cru que les éléphants s'étaient enfuis, mais ils sont revenus peu de temps après. C'était un groupe ou un individu isolé? Ça dépend. Un jour, il n'y en a qu'un et d'autres fois, c'est tout un groupe. Avec des jeunes? Oui, avec des jeunes. Et c'est pour ça que les éléphants sont si nerveux. Après, quand tu arrives sur le champ, tout est foutu. Ce qui fonctionnait bien, c'était les cordes avec le piri-piri. Même si des fois, ça ne résistait pas bien à l'humidité et que les éléphants en arrachaient quelques-unes. Ton idée à toi, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait les enfermer, comme au Limpopo et au Gorongosa, avec une grande clôture, comme en Tanzanie. Là-bas, au moins, il n'y a pas de passage d'éléphants. Tu vois, c'est comme les poules. Les poules qui n'ont pas de poulailler, elles t'envahissent. Et toi, tu vis où s'il y a des poules partout? C'est une façon de voir. Enfermer les 11 000 éléphants qui ont l'habitude de parcourir les 6 000 km² de la partie terrestre du parc est une tâche impossible à réaliser. La technique utilisant des cordes enduites de pâte de piri-piri, un piment très fort, et d'huile de vidange pour délimiter les cultures et empêcher les éléphants de s'y introduire s'est avérée très efficace mais a dû être abandonnée car trop onéreuse. Actuellement, les paysans utilisent de petits feux d'artifice ou font appel aux gardes qui effraient les éléphants en tirant en l'air. Une technique qui a fait ses preuves au Zimbabwe est en cours d'expérimentation. Un fusil spécial à balles de piment. Le parc a récemment investi dans 12 de ces fusils. Si cette technique s'avère efficace, ces armes pourront être distribuées aux paysans afin qu'ils puissent eux-mêmes repousser les éléphants qui s'approcheraient trop près de leurs champs.
Quand tu appuies sur la gâchette, ça expulse la balle et elle explose. Et bon, comment ça marche? On lui tire dessus, la petite boule va exploser et ça le brûle. Qu'est-ce qui se passe exactement? On ne vise jamais directement l'animal. Si on a affaire à un troupeau, il faut d'abord s'assurer de la direction du vent. Si le troupeau est localisé en différents points, il faut repérer l'animal qui est le plus dans le sens du vent et tirer dans sa direction. Ça peut être sur un arbre ou sur le sol. Mais l'important, c'est que la capsule puisse s'ouvrir et disperser son contenu. La réaction au piri-piri met l'animal en fuite tellement ça l'irrite. D'accord. Ah oui, oui, ils ont le piment d'accord, dans les poumons et ça leur plaît pas. Chaque fois que quelqu'un utilise donc l'arme à piri-piri, c'est noté, c'est inscrit sur cette feuille, Rahman? Oui, oui, c'est une fiche de contrôle. Ouais, il note absolument de tout. Arma de piri-piri, ok. La date, là on est au mois d'avril, il était 19 h. Dans tel champ, 3 éléphants, direction du vent, vent d'ouest. Il était à 70 mètres, il a tiré, ah oui quand même, il a tiré 27 balles sur les 3 éléphants. Le lendemain matin, Jérôme, toujours accompagnée d'Araman et des gardes, décide de partir enfin à la recherche des éléphants. Jusqu'à présent, elle n'avait pu voir que leurs traces et les dégâts qu'ils avaient occasionnés dans les plantations. En pleine forêt, elle aura peut-être la chance de les observer dans leur habitat naturel. Regarde, il y a des traces fraîches là. Elles datent de ce matin. Ils ont mangé des maroulas. Ok, c'est de l'aube, il y a 2-3 heures. Quoi. Ils ont dû venir de l'intérieur et ensuite aller en direction de la montagne. Il y a une zone avec de l'eau par là, un ruisseau. Il y a des pas là, un passo. On distingue bien le couloir là. D'accord. De ce côté, il y a des champs. Ils mangent là-bas et après ils passent par ici pour aller boire au ruisseau. Et tu crois qu'en ce moment ils sont toujours à la rivière en train de boire? Oui, oui, très certainement. Bon ben on y va à la rivière. Là, regarde, ça c'est de la salive. De la salive. Alors, il vient de passer il n'y a pas longtemps. Il y a combien de temps? 5 minutes? Très peu de temps, 5 ou 10 minutes. Ça n'est même pas sec. Je crois qu'ils sont passés par là. Oui, on dirait qu'ils sont montés. Viens voir, il y a des traces là aussi. Une main, 2 mains. Il est grand. C'est un adulte ça. Oui, c'est ça, c'est un jeune adulte.
Tu vois, ils étaient là ce matin. Je crois qu'ils risquent de revenir cet après-midi, parce qu'ils auront besoin de s'abreuver à nouveau. Les éléphants ne peuvent pas se passer de boire pendant une journée. Ils sont très dépendants de l'eau, tout comme les phacochères, les buffles, ou tous les animaux d'ailleurs. Ils sont obligés de boire au moins une fois par jour. Ça date d'une semaine. Je sais ça en touchant. Ah oui, c'est sec. Ils sont là, écoute. Stan, tu l'as entendu? Non, c'est vrai? Oui, les éléphants. C'est super. Tu l'as entendu? Ah oui, 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 oui. Le vent, il vient d'où? Ils sont juste à côté. On va descendre par là. Ok, allons-y. Pourquoi ils cherchent en armes? Pourquoi les pone una bala? Por si acaso? Parce que ça peut être nécessaire. Eh ben, dis donc. Il a eu trop peur. Il allait attaquer? Non. C'était un mâle, un adulte. Un mâle? Waouh! Ça y est, tu l'as enfin vu, ton éléphant. Il n'aurait pas tiré, il venait? Oui, il nous a chargés. Ah bah là, il s'en va. Hein. Oh, c'est magnifique. Ouais, j'ai le cœur à 3000 à l'heure. Là, il y a une trace, il a dérapé. Ah oui, oui. Quand il a tiré le coup de fusil, il s'est fait un coup de frein, là. Hop, il est parti. Pourquoi est-ce qu'il est aussi agressif? Il a tout de suite attaqué. La distance était trop courte entre lui et nous. Ah, d'accord. On l'a surpris, vraiment. On était trop près d'un seul coup, quoi. On est arrivé sur lui. Les éléphants n'aiment pas être surpris. Ah oui, oui, on l'a surpris. La plupart des accidents arrivent parce que les éléphants, et les animaux en général, n'aiment pas être surpris sur leur territoire. Et c'est cette limite entre le territoire des hommes et celui des animaux qui reste la plus difficile à définir et à maîtriser.
Même si les éléphants posent de nombreux problèmes aux paysans, allant jusqu'à causer la mort de villageois dans certaines zones, les habitants de la région reconnaissent que ces grands mammifères doivent être considérés comme un trésor à protéger. L'objectif est que l'ensemble des communautés y voient un atout pour le développement du tourisme dans cette région particulièrement déshéritée. Après la découverte de la partie terrestre du parc des Quirimbas, Jérômine met le cap sur l'île d'Ibo, qui fait partie de la zone marine. Celle-ci s'étend sur 100 km le long de la côte pour une superficie de 1500 km². Elle englobe 11 îles de l'archipel des Quirimbas, dans lesquelles vivent de nombreuses espèces emblématiques et menacées. Pendant des années, cette partie du pays a subi une surexploitation de ses ressources halieutiques, car les habitants des îles y pêchaient sans retenue pour subvenir à leurs besoins. La situation s'est même aggravée avec l'apparition de pêcheurs venus de provinces du sud du Mozambique ou de pays voisins comme la Tanzanie. Pour résoudre le problème, des sanctuaires marins ont été créés. Nelson Manjate, responsable du département recherche du parc, explique leur fonction à Jérômine. Nelson, autour de nous, dans le parc marin des Quirimbas, il y a 9 sanctuaires. Tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Nous avons des sanctuaires permanents et des non permanents. Dans les sanctuaires non permanents, il y a des périodes d'ouverture à la pêche, et c'est pour ça que l'on y voit des pêcheurs. Les permanents, qui sont plus loin, par là-bas, sont délimités par des bouées et totalement interdits à la pêche. Est-ce qu'il y a une vraie surveillance? Tu arrives à vraiment surveiller? C'est efficace? Oui, il y a une patrouille régulière. C'est un bateau militaire avec des gardes-pêche qui contrôlent la zone. Mais Nelson, quelle est la définition exacte d'un sanctuaire marin? Ce sont des lieux dans lesquels les poissons peuvent se reproduire et grandir, ainsi que le corail et les algues. C'est leur présence qui détermine la richesse de l'écosystème. Donc dans ces zones, il ne doit pas y avoir d'activité de pêche, car sinon les coraux sont abîmés et les poissons n'ont pas d'espace de développement. Et pourquoi cette zone et pas celle-là? Comment ont été définis les endroits qui allaient être des sanctuaires permanents? Les endroits où il y avait du corail étaient ceux où l'activité de pêche était la plus intensive. Donc on a négocié avec les pêcheurs pour préserver ces espaces et faire en sorte qu'il n'y aille plus. On a fait un gros effort de sensibilisation auprès des populations afin de justifier et expliquer notre action et obtenir le respect des zones protégées. Tu penses que c'est vraiment positif? C'est pas une illusion? Non, ça fonctionne. Quand on plonge, on voit à nouveau des poissons. On peut aussi constater la qualité du corail. De plus, les poissons qui sont pêchés sont plus grands. Donc c'est la preuve que ça fonctionne. Mais il faut continuer le travail. Le parc des Quirimbas a demandé à l'UNESCO que sa partie marine soit déclarée patrimoine mondial de l'humanité. 375 espèces de poissons y ont été répertoriées, ainsi que 52 espèces de coraux différents. Les sanctuaires de protection totale abritent des habitats ou des espèces d'intérêt majeur. Ces sanctuaires sont également des zones importantes pour la migration de certains poissons et mammifères marins, ainsi que pour leur reproduction. Toute forme de prélèvement des ressources y est interdite.
Après avoir exploré les fonds marins du parc, Jérôme veut nous montrer les résultats liés à l'ouverture des sanctuaires. Elle se joint à un groupe de pêcheurs. Fique? Não, espera. Ah, espera. Vicingano. Vicingano. Yeah. Un oursin en langue manie. Vicingano. Yeah. Tu as l'impression qu'il y a plus de poissons qu'autrefois? Le poisson est revenu, quand tu pêches, tu sors beaucoup plus de poissons? Não é muito devido à chuva, porque isso já Ça n'est pas si évident que ça parce que ça dépend aussi de la pluie. mais chuva, a água fica quente. Quand il ne pleut pas beaucoup, l'eau se réchauffe. Et alors les poissons s'enfuient au large, où l'eau est plus fraîche. Yeah. Então, para nós aqui, como já não temos condições, Et comme nous n'avons pas le bateau adéquat, nous ne pouvons pas y aller. Par conséquent, la quantité de poissons à pêcher reste minime. mínima. Minima. Quel type de poisson tu pêches ici? Temos aqui peixe agulha, Ici, on a des poissons aiguilles, sabonete, des poissons savons, aqui atum, du thon sardinha, et des sardines, peixe du pedra, poisson pierre et plein d'autres. muito mais. Donc toi tu pêches au harpon, tous les copains là ils vont lancer le filet, ils vont mettre le filet en place. Il y a une autre forme de pêche aussi, une autre façon de sortir le poisson? Há outros que ponham, Certains pêchent avec des nasses há outros que ponham gaiolas. et d'autres avec une ligne à hameçons multiples. Aquele fio ali. Ah, que ok, lança ok. assim. Et là plus personne pêche à la lance, hein, c'est fini ça. D'abord il n'y a plus assez de poissons près des plages. Bem, Si, ça existe. muito mais são mulheres. Mais c'est plutôt les femmes qui pêchent le poulpe à la lance. Ah, polpo. Yeah. Sans contrôle, les moyens utilisés par les pêcheurs, bien que sommaires, restent suffisamment efficaces pour réduire, voire décimer, des populations entières de poissons. Plusieurs techniques sont employées, mais c'est la pêche au filet, plus traditionnelle, qui reste largement répandue au Mozambique, car les pêcheurs n'ont pas besoin de demander de licence pour la pratiquer. Toute la zone de l'archipel des Quirimbas est entièrement dépendante de la pêche. Rien que sur Ibo, on dénombre un peu plus de 200 pêcheurs pour près de 3500 habitants. La pêche traditionnelle est une activité très physique et l'effort est parfois démesuré par rapport à la quantité récoltée. Avant la création des sanctuaires et la réapparition de certaines espèces, les pêcheurs pouvaient rester en mer pendant plus de 6 heures pour ne ramener que 3 kilos de poissons. Mais c'est une pêche miraculeuse à laquelle Jérôme assiste aujourd'hui. Dans leur filet, les pêcheurs ont attrapé des sardines, des nasons et même un diodon qu'ils s'empressent de remettre à l'eau. Lorsque les bateaux reviennent sur l'île, des techniciens du parc effectuent un contrôle détaillé auprès des pêcheurs afin de récolter des informations et établir des statistiques sur le nombre et le poids des espèces récoltées. Île d'Ibo, village d'Ibo, district Cabo Delgado. Combien de fois vous avez lancé le filet? 2 fois. Mon estimation est à peu près 250 kilos pour la totalité. En moyenne, l'ensemble des pêcheurs de l'île ramènent plus de 500 kilos de poissons après une journée en mer. Lors du contrôle, chaque espèce est pesée et répertoriée.
Nelson, en fait, pourquoi est-ce que tu recenses de cette façon le poisson tous les jours, chaque fois qu'il revient de la pêche? Pourquoi tu fais ça? On travaille ainsi pour connaître les tendances des prises faites dans le parc, afin de pouvoir élaborer la réglementation de la pêche pour qu'elle reste une activité durable. Ensuite, on va se servir de ces données, établir des statistiques, pour savoir quelles espèces sont en train d'augmenter ou de diminuer dans les sanctuaires. C'est une base de travail essentielle. Ah, t'as quoi? 2,5 kg. 1,5 Nelson, ça c'est un Napoléon. Ça c'est un Napoléon bébé. Ce poisson, il peut faire pratiquement 1 mètre. Et c'est un poisson très sympa. Moi je trouve que ce serait une bonne idée d'expliquer aux pêcheurs de sauver ce poisson. S'ils le prennent, de le remettre à l'eau. En plus, ça va vraiment faire venir du tourisme. Si en plongée sous-marine, les gens voient des Napoléons adultes, et ils vont vraiment apprécier. Certains pêcheurs ne savent pas que c'est une pêche à éviter. Nous allons vraiment insister sur la préservation de ce poisson compte tenu de sa valeur touristique. Je pense que ce sera possible de convaincre les pêcheurs et que lors de la prochaine modification du règlement du parc, nous inscrirons le poisson Napoléon comme espèce protégée. Une fois le contrôle effectué, les poissons peuvent être vendus par les pêcheurs. Si ce type de contrôle est parfois long et un peu trop administratif au goût de certains, beaucoup ont compris que la régulation et la gestion de la pêche leur étaient favorables et le seront encore plus à long terme. Des caractéristiques de ce parc, c'est que c'est la population qui a demandé la création de ce parc national. Il y a eu une idée de création de ce parc, mais qui a été vraiment discutée avec les communautés, avec les gens. Et au cours d'un séminaire en décembre 2001, il y a eu une adhésion globale de la population et les gens ont bien senti qu'il fallait rentrer dans une logique de conservation, mais de conservation au service du développement économique des communautés, des villages, de la région du parc. Et c'est cela que l'AFD a souhaité appuyer. Tu citerais le parc des Quirimbas en exemple? Tu aurais envie d'en parler à un niveau plus général, en Afrique ou au niveau du monde? Tu penses vraiment qu'ici il se passe quelque chose d'important, quelque chose de nouveau? Je pense vraiment qu'il se passe quelque chose. Ce partenariat qui englobe tout le monde est extrêmement intéressant, mais au départ, quand il a été question de faire des sanctuaires, c'est-à-dire de créer des zones de protection totale pour les pêcheurs, le ministère de la Pêche ils ont rien compris au départ. Ils ne comprenaient pas bien, oui. On ne peut pas dire qu'ils étaient contre, mais ils n'étaient pas tout à fait pour non plus. Puis il y avait des pêcheurs qui n'étaient pas non plus convaincus. Donc il a fallu travailler, dialoguer, discuter. Et un des points positifs, c'est que grâce à ce dialogue, et grâce évidemment à des enquêtes scientifiques qui montrent que les sanctuaires ont permis la reproduction des poissons et donc l'amélioration de la pêche pour les pêcheurs, tout le monde maintenant a compris qu'il était dans l'intérêt de tous de faire ces sanctuaires et ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui demandent la création de nouvelles zones de protection. Donc c'est vraiment très positif. Ça fonctionne. La bonne santé des fonds marins de l'archipel n'a pas pour seul enjeu de permettre aux populations de mieux se nourrir. Grâce à leur biodiversité sous-marine, les îles et les côtes du parc commencent à avoir une renommée internationale auprès des touristes, qu'ils soient plongeurs ou non. À l'heure actuelle, l'eau et l'électricité ne sont pas accessibles à tous les habitants de l'île. Mais les répercussions du tourisme pourront bientôt combler ce manque d'infrastructures. Alors Aïda, explique-moi un peu pourquoi l'île de Ibo a tant de maisons comme ça abandonnées, de ruines. C'est quoi l'histoire de l'île? À la fin de la guerre civile, l'île a connu une crise économique.
Et les commerçants de l'île sont partis, en abandonnant tout derrière eux. À partir de ce moment, la plupart des maisons sont tombées en ruine. Et maintenant, l'île de Ibo est en train de renaître, en fait. Oui, c'est ça. Toute l'île est en train d'être réhabilitée grâce au tourisme et à la pêche. Mais Aïda, qui sont les gens qui s'occupent de développer le tourisme ici? Ce sont des gens de l'île? Oui, dans ce district, c'est les habitants de l'île qui s'occupent du tourisme. C'est un tourisme communautaire, avec des chambres d'hôtes, où les villageois reçoivent les touristes chez eux, en leur proposant de leur faire à manger. Avec ce système, il y a beaucoup d'échanges entre les étrangers et les habitants de Ibo, qui commencent à s'initier aux langues étrangères. Sur Ibo, le développement du tourisme a fait éclore des initiatives dans le secteur hôtelier, tout comme dans celui de l'artisanat. Bonjour. Nous faisons des fleurs pour les vendre aux touristes ou aux hôtels de l'île. Ceci est une feuille de manguier. On la fait cuire dans la soude afin de ne garder que sa structure. C'est une couleur naturelle ou c'est une couleur? Oui, c'est naturel. Toutes ces couleurs sont naturelles. Même les couleurs? Oui. D'accord. Ah oui. Pour la faire sécher, tu la mets à l'ombre, jamais au soleil. Alors ça donne du travail à combien de femmes sur l'île de Ibo, cette fabrication des fleurs naturelles? Elles sont 13 à travailler. Toutes ne sont pas ici, car elles se partagent le travail. Les autres travaillent le matin à la préparation. Et elles ne travaillent que l'après-midi à la confection des fleurs. Okay. Une fleur comme celle-ci, combien ça coûte? 50 méticales. 50 méticales, c'est 1 euro, 1,50 €, 1,50 €, d'accord? Celle-là, je te l'offre. Ah ouais, muito obrigado. Le tourisme à Ibo a pour l'instant peu d'impact sur l'environnement. La difficulté consiste à préserver un équilibre entre le respect du programme de protection et l'augmentation de la fréquentation des sites. Des hôtels sont déjà implantés sur l'île et les chambres d'hôtes, si elles s'y développent encore timidement, ont su charmer les visiteurs. Jérôme nous entraîne à présent sur la côte, au village de Guludo, pour rencontrer Amy Carter-James. Amy, depuis combien d'années est-ce que tu vis ici? Nous avons posé le pied sur la plage de Guludo en 2002. Il nous a fallu du temps pour tout construire, mais nous vivons ici depuis 2003. L'idée était de lutter contre la pauvreté et de protéger l'environnement grâce au tourisme. Nous cherchions un lieu qui avait un gros potentiel touristique et autour duquel il y avait des villages dont nous pourrions assurer le développement grâce à une partie de nos bénéfices. Le parc des Quirimbas était l'endroit parfait. Ah, c'est superbe. Alors ici, Amy, on est dans le parc des Quirimbas. Comment il est possible qu'un hôtel soit construit dans un parc national? En fait, comme l'hôtel est implanté dans le parc, nous participons à son fonctionnement en lui reversant une taxe. Ce qui nous a séduit ici, c'est que le parc s'est créé en intégrant ses habitants et non en se préoccupant uniquement de sa faune. Ce projet s'est fait en partenariat avec les communautés pour qu'elles gèrent mieux leur environnement et les animaux du parc, tout en essayant d'accroître leur niveau de vie. De ce point de vue, il y a une bonne coopération entre l'hôtel et le parc. Et tout est construit en matériaux naturels, mais il y a eu un accord avec les communautés et avec le parc? La plupart des matériaux viennent de l'intérieur du parc, comme par exemple ces carreaux en céramique sur le sol.
Nous avons appris à une femme du village voisin comment les fabriquer et lui avons acheté. Les palmes du toit, nous les avons commandées à des hommes qui ont l'habitude d'en couper sur la plage. Pour ce qui est du bambou, il n'y a pas d'impact sur l'environnement. C'est une herbe qui pousse très bien, il n'y a aucun problème pour le prélever. Une grande partie des meubles et des accessoires sont fabriqués à partir du bois, confisqué par les gardes. Nous l'avons acheté directement au parc. Sous ces aspects d'hôtel de luxe, le Guludo Lodge œuvre pour un tourisme responsable et écologique. Dès sa construction, l'hôtel a créé de nombreux emplois et généré des retombées économiques importantes. Bienvenue. L'architecture reflète notre démarche. Par exemple, les fenêtres sont faites à partir de paniers de pêche reconvertis. Une fois encore, nous avons fait appel à des artisans locaux afin qu'ils les fabriquent. Tous ceux qui travaillent pour nous font partie des villages alentours. Tu vois, tout est local ici. Ce cintre est en bambou et encore de coco. Ce sont des femmes qui en fabriquent sur la plage. Et voici la salle de bain. Wow. Elle est très grande. La plus grande salle de bain du monde. On tire comme ça. L'eau est limitée, mais elle est chaude le matin et le soir. C'est chaud, oui, elle est chaude, avec le soleil. La plupart des techniques que nous utilisons ont été développées d'après des techniques locales et sont reprises dans des villages voisins. C'est fantastique. Mais Amy, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité. Nous avons essayé de réduire notre impact environnemental le plus possible. Si nous devions partir, la nature reprendrait le dessus en 5 ans à peu près. Et tout redeviendrait comme avant. Dans les chambres, il n'y a pas de système de plomberie ni même d'électricité. Nous avons voulu tout garder aussi simple et naturel que possible. Avec un tourisme limité et de qualité, le Guludo Lodge applique la même philosophie que le parc des Quirimbas. Depuis la création de l'hôtel, Amy et son mari n'ont pas cessé d'impliquer les communautés dans leurs projets. C'est d'après eux ce qui assurera la réussite de leur démarche. Après la visite du lodge, Amy invite Jérôme à venir découvrir le village de Guludo. Il y en a des enfants là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Cela fait partie d'un des nombreux projets que nous avons en cours. D'un côté, nous avons le business et de l'autre, nous avons la charité. La partie charité, nous l'assurons avec NEMA, notre association. NEMA est un mot local qui exprime ce que l'on ressent lorsque la souffrance finit. On ressent cette immense joie et c'est ce qu'on appelle NEMA. Nous travaillons avec 12 communautés, environ 15 000 personnes. Nous intervenons sur la santé, l'eau, l'éducation, l'entreprise et la conservation. Pour ce qui est de l'éducation, nous sommes en train de construire l'école primaire de Guludo. Et nous allons bientôt en commencer une deuxième près d'ici. Nous avons aussi un programme de nutrition pour les enfants des écoles et un soutien scolaire. Beaucoup de nos clients donnent de l'argent à l'association pour permettre aux enfants de poursuivre leurs études au collège. Et Amy, au sein de NEMA, il y a aussi un énorme projet sur la santé. La santé est certainement le plus important de nos projets. Nous essayons de lutter contre la malaria. Nous venons de débuter un programme de prévention du sida. Et nous tentons de réduire la malnutrition des enfants, en dessous de 5 ans en particulier. Tous nos projets sur la santé se font avec l'aide de volontaires des communautés qui ont été formés. Ils vont de village en village pour nous aider dans ce programme. Le parc des Quirimbas a quelque chose à voir avec NEMA ou ça t'est complètement personnel? NEMA est indépendant, mais le parc a été très réceptif à nos initiatives. Et c'est exactement ce que nous faisons dans les moindres détails. Il voulait des investisseurs comme nous pour aider à développer la région. Mais c'est avant tout parce que le parc existe que nous existons. Donc, d'une certaine manière, nous travaillons avec le parc. Oui, très occupé. Mais en tout cas, tous mes compliments. Hein. C'est vraiment du travail et c'est une réussite. Vraiment.
Amy, grâce à sa fondation, peut aider le village de Guludo et ses alentours. Mais c'est sur l'ensemble du parc que le soutien financier apporté par l'AFD a favorisé des actions de développement portées par des associations locales ou encore des petits entrepreneurs. Ainsi, la vie dans les villages a pu s'améliorer. La préservation de la biodiversité est l'affaire et l'avenir de tous. Jérôme Pasteur en a été le témoin à travers l'enthousiasme et la détermination des habitants du parc des Quirimbas. L'équilibre de cette biodiversité est entre les mains des générations futures. À nous de leur transmettre intact l'héritage de notre beautiful planète. Thank you.